Salut gang! Je m'en viens de vous parler d'un projet que ça va faire bientôt 1 an que je travaille dessus. C'est mon propre podcast qui se nomme « C'est quoi ton film préféré? » La genèse de ça, c'est que j'ai toujours trippé sur les films. J'ai travaillé dans un super club Vidéotron. Ça me tentait de ramener l'effervescence d'aller louer des films, d'aller louer des DVD, tout ce qu'on a à propos d'un film préféré, qu'à chaque fois qu'on se présentait au Super Club, on allait instinctivement sur ce film-là. Fait que j'ai décidé d'inviter du monde, de leur parler de leur film préféré, puis ça va être ça, ça va être une discussion sur un film en particulier et sur le cinéma en général, mais vraiment le gros du podcast, ça va être sur son film préféré. Mon premier invité, super content qu'il ait accepté mon invitation. C'est nul autre que Yann Terriot, le grand Manitou qui se trouve derrière les consoles de Mike Ward sous écoute. Je dis encore merci. Les premiers épisodes que j'ai tournés, je n'ai pas d'image parce que j'ai eu des problèmes et tout, mais vers la fin, je commence vraiment à avoir un petit peu plus de qualité, comme la plupart. Je vous dirais merci beaucoup d'avoir choisi mon channel. Vous avez juste à vous inscrire ici, ça va le faire apparaître, je vais faire un montage sur là ou là. Fait que merci beaucoup. Pouce bleu, likez, commentez, soit pour les prochains invités ou qui vous aimeriez voir. Peut-être c'est quoi le prochain film qu'il va avoir. Fait que merci beaucoup encore une fois et bonne écoute. Monsieur Yann Terriot, merci beaucoup d'être... Hey, ça fait plaisir. Merci à toi de m'inviter. Tu te considères-tu comme un cinéphile? Si je me considère comme... non. Non, pas partout. Non, c'est vraiment... Pas en tout. Je suis... Moi, il y a ouais, je serais un cinéphile, admettons, je me considère peut-être je suis un mordu de documentaire. Okay. Ça, là, j'en aurais jamais assez. Je les ai toutes vues sur Netflix. J'ai toutes vu ceux de l'ONF, j'ai toutes vu ceux de tous les abonnements que j'ai. Disney, Crave, ça, j'en mange. Mais sinon, du cinéma, je me suis tanné dans les 2 dernières années. On dirait que peut-être la saturation. Je pense que c'est les Marvel, puis toutes les franchises à gros budget. Ouais, ça m'a tanné, I guess, puis j'ai besoin d'autres choses, me divertir. T'étais plus vraiment, mettons, dans le temps des vidéos, la location de DVD, puis ces trucs-là, mettons, le samedi soir, c'était une activité pour toi, genre? Ah oui, oui, t'allais là-bas, puis après ça, tu choisissais tes films, qui étaient toujours... Oui, c'est vraiment le streaming qui m'a... qui a tué. Oui, je pense, tu sais, on est habitué, on mange ça comme des tic-tac à cette heure. Tu sais, avant, là, tu choisissais un film, là, il fallait que tu le choisisses comme il faut parce que tu te déplaçais. Oui. Puis c'est ça, tu sais, souvent, on connaissait pas le cinéma tant que ça. Fait qu'il fallait se fier sur le case, tu sais, si c'était Joe l'image, hein? Qui... L'image, ouais, c'est ça. L'image était toujours... Fait que là, tu savais, là, selon le case, le réalisateur, les acteurs, là, ça, c'était bien, tu sais. On se fiait là-dessus pour avoir un bon film, mais des fois, on tombait sur des catastrophes. Des navets, mais en même temps, on les regardait jusqu'à la fin, ces films-là, parce qu'on les avait payés, puis on voulait pas, tu sais... Exactement. Tandis qu'avec Netflix, on peut zapper un film, là, tu sais, là, ça a changé notre façon de consommer. Le mot, c'est vraiment zapper le film. Ouais. C'est ça, c'est des films en ligne. Puis je te poserai la question, c'est quoi ton film préféré? De tous les temps, c'est Blade Runner. C'est Blade Runner? Ouais, sans aucun... Ah oui, sans hésiter, Blade Runner. Par rapport, mettons, je te dirais, mettons, aux autres films de science-fiction des années 80, tu le mettrais, mettons, premier. Oui, tout à fait. Sûr. Ouais. Puis après ça, tu mettrais quoi, mettons? Je pense que je mettrais la saga Star Wars des années 80 aussi. OK. Après ça, il y en a-tu d'autres? Moi, j'ai bien aimé le premier Dune qui a été fait.
OK. Ça, c'est un film que j'ai jamais vu. Tu sais, il y a eu celui de Denis Villeneuve qui est Ouais. excellent, là, mais il y a eu une version, c'était... je me souviens plus c'est qui, mais c'est un réalisateur connu qui avait fait une version de Dune qui avait été critiqué, mais tu sais, il y avait quand même, il y avait Sting, il y avait le chanteur Sting qui jouait là-dedans. Il y avait, tu sais, c'était bon, là. Moi, je trouvais que c'était un bon film quand même. Les effets étaient nuls, mais je sais pas, il y avait quelque chose d'inusité, il y avait quelque chose de... Quand on parle, mettons, d'effets spéciaux, tu m'as fait regarder Blade Runner, moi, j'avais jamais vu. C'était la première fois que je regardais. J'essayais vraiment de me mettre dans les yeux de Yann Terriot mettons, à quel âge de pu voir ce film-là. Moi, là, c'est drôle parce que ce film-là, mon cousin, il m'avait dit... on se disait nos films préférés, puis il m'avait dit... Moi, mon film préféré, c'est Blade Runner. Puis, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais je suis tombé sur un film de Tom Selleck qui était... Je me souviens plus c'est quoi le film, mais qui a un nom qui portait à confusion. Puis je pensais que c'était ça le film, puis je l'avais loué. Puis c'était un film mauvais avec Tom Selleck, puis des espèces d'araignées en robot, puis c'était une affaire de police bien cheap. Fait que dans ma tête, j'ai fait que c'est donc bien mauvais, il y a donc bien pas de goût, mon cousin. Puis à un moment donné, je suis tombé, je regardais Radio-Québec dans le temps, là, qui est Télé-Québec. Puis il y a un film qui part avec, je sais pas si tu as vu les premiers plans, là, tu sais, là, c'est un landscape avec... Si tu veux qu'on parle des plans, là, le premier plan, aujourd'hui, j'étais allé, tu sais, c'est 2019, là, c'est Los Angeles 2019, puis j'ai comparé 2019, le plan du film et celui de la ville. C'est comme ça. À part le feu qui sort, c'est pareil. Fait on savait on est-ce qu'on s'en allait, mettons, avec le futur, puis on s'est laissé aller, puis je te dis, là, j'ai mis les deux images ensemble, puis ça me faisait capoter. Ouais. Quand j'ai vu ça, là, après ça, je suis allé voir dans le guide télé, c'était quoi ce film-là. Puis là, j'ai vu que c'était Blade Runner, puis là, j'ai fait, OK, c'était de ça que mon cousin, il parlait, puis j'ai regardé le film jusqu'à la fin, et j'étais sur le cul, je suis retourné le louer, puis à cette heure, je le regarde, je te dirais, aux 2 ans. Aux 2 ans, je me le tape au moins une fois. Ouais. C'est ça, moi, ce matin, je l'ai encore regardé, puis tout. Puis, je sais pas si t'es un fan de Ridley Scott. Ouais. Ouais, fait que toutes les aliens, l'ambiance reste quand même toujours la même chose. C'est très dark, il aime beaucoup jouer avec la pluie, tu sais, la musique. La musique dedans, ça me fait triper. Il n'y a pas de chanson en tant que telle, c'est souvent, comme tu dis, des sons ou de la pluie en tant que telle. Prochaine question, mettons. Qu'est-ce que tu as pensé de Blade Runner? Tu sais que c'est genre un des meilleurs films pour toi, mais mettons, comparé au deuxième film qui est sorti en 2040. J'étais très, très fier que ce soit Denis Villeneuve qui le réalise. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme un chum qui allait... Admettons, c'est comme si mon meilleur chum allait aux Olympiques. Là, j'étais fier que ce soit un Québécois qui le fasse. Je trouve qu'au niveau de la scénographie, il y a des affaires que Denis Villeneuve a fait de différents que je trouvais, tu sais, comme, admettons, l'appartement du personnage principal qui vraiment pas vu. Tu vas voir, si jamais tu le regardes, il y a des choses qui ont changé au niveau de la scénographie. Moi, j'aimais vraiment la scénographie du premier, là, tu sais, là, parce que c'est un mélange des genres, hein, tu sais, Blade Runner, c'est un film de science-fiction, mais c'est la première fois on mélangeait film noir avec science-fiction, là, tu sais, là. Tu sais, avant, les films de science-fiction, c'était... Tu parles vraiment d'en faire une enquête. Ouais, puis en même temps, du drame, puis ça se passe, c'est lent, là, tu sais, là. Puis c'est pour ça aussi que ça a floppé. Ça a floppé, ça n'a pas fait les chiffres que ça devait au cinéma parce que ça avait été vendu comme un Star Wars. Fait qu'il avait mis toutes les scènes d'action. Puis tu sais, il y en a des petites scènes avec des guns. Puis ça, mais pas tant. Mais c'est pas ça l'essence du film. Là, après ça, c'est lent. Puis tu sais, les gens étaient déçus du film. Mais après ça, ça a eu un succès d'estime après coup. Tu sais, sur le coup, ça a été un flop, ce film-là. Puis après, là, c'est devenu comme iconique pour tous les geeks puis les amateurs de science-fiction. Mettons, de matte painting dans ces années-là. Matte painting, c'est vraiment...
les gros plans, je pense, quand il se pend. Le matte painting. Ouais, tu prononçais mal, mais vraiment, tu sais, c'est une peinture au complet, puis la scène se joue là. Puis je pense que c'est une des premières fois que tu disais il s'en était fait, dans Star Wars. Je sais qu'il y a pas Ben, mal ça fait longtemps que ça existe. Okay. Il s'en était fait dans des films de Charlie Chaplin. C'est-tu Charlie Chaplin ou c'est... C'est quand il se pend à quelque part? Ouais, il se peint. En fait, il avait peint un espèce de trou dans un plancher, puis là, il faisait semblant d'être vraiment sur le bord, puis de tomber, mais c'était du matte painting qui était super bien fait, là, tu sais. OK. Mettons, pour les scènes, on a parlé de la première scène, la scène d'ouverture, puis tout. Y en a-tu d'autres qui te font... Toutes les scènes de contemplation, là, tu sais, c'est ce qui est rare à cette heure dans les films, là. Mais les pyramides, ça, c'est l'édifice de comment il s'appelle, pas Deckard, l'édifice du créateur, là, tu sais. Tyrol. Ouais, c'est les édifices de Tyrol Corp. Ça, c'est tellement beau, là, tu sais. C'est une miniature. Ouais. Puis ça, ils l'ont reviré à l'envers pour juste prendre l'intérieur puis faire d'autres affaires avec ça. Là. Okay. Ils ont vraiment été, tu sais, ils ont utilisé toutes sortes de trucs. En plus, là, ça a passé au feu, fait qu'il a fallu qu'ils se débrouillent là, vraiment avec les moyens du bord parce que c'était un film il y avait beaucoup de pression pour le terminer, là, tu sais, là, c'était comme, c'était un peu comme l'Apocalypse Now des films de science-fiction, là, tu sais, ça sortait pas, puis ça... Admettons les scènes, c'est ça, les scènes de contemplation, toutes les tu sais, parce que la première scène, tu le vois, là, tu sais, avec le landscape, on avance vers le landscape, on fait juste contempler, tu sais. On fait juste contempler puis absorber pendant des longues secondes ce qu'il y a plus dans les films. À ce temps, les films, il faut que ça soit rythmé, puis il y a des focus groups pour tester l'attention des gens. Mais dans ce temps-là, tu sais, c'était comme... Lui, il voulait faire un film artistique. Fait que c'était des longs plans contemplatifs de même. Tu sais, le vaisseau qui décolle pendant des longues secondes, puis tu fais juste admirer là, la scénographie de ça, tu sais. Puis ça a aussi déterminé des nouveaux standards dans le monde de la science-fiction. Là. Il y a bien des films qui se sont inspirés après coup de Blade Runner. Là, toutes ces scènes-là, les scènes dans l'appartement, là, quand il joue du piano, il fait juste jouer du piano, puis là, tu as Rachel qui vient le rejoindre pour jouer du piano avec lui. T'sais. Tout ça, c'est des belles scènes, là, c'est doux, tu fais juste absorber ça, c'est des scènes qui prennent le temps, tu sais. En tant que petit gars, quand t'avais quel âge, quand tu me dis que t'avais... Je devais avoir un 15 ans, 14 ans, 15 ans, ouais. L'informatique t'a toujours intéressé ouais. aussi, là, fait que quand t'as vu, mettons, le premier FaceTime, là, parce que c'est ça, là, nous autres se FaceTime pour la première fois, puis on n'avait même pas de cellulaire dans ces années-là. Je veux pas non plus... Mais c'était encore des téléphones à roulette. Comment t'as pu, genre... Ouais, c'était moi, ça m'impressionnait parce que c'était vraiment... Tu sais, aujourd'hui, tu regardes cette scène-là, puis tu fais comme... Ben là, tu sais, c'est des télé cathodiques. J'ai associé à... Ben oui, c'est un FaceTime, c'est FaceTime, c'est Zoom, mais dans ce temps-là, c'était comme... Wow! Tu sais, c'était pensé... Moi, j'en revenais pas même qu'il avait envisagé à penser à cette idée-là que ça pourrait exister, qu'on se parle par caméra dans un... Tu sais, c'était pour moi, c'était visionnaire au bout. Ça te fait peur, le fait que la technologie, mettons, ce qu'ils nous ont montré dans les années 80, qui se trouvait être FaceTime, peut-être qu'eux autres l'avaient déjà, mettons, faite. La technologie était... Pour y avoir pensé, il faut que la technologie soit faite d'une certaine manière. Non, tu sais, il y a eu des... tu sais, c'était juste... C'était du cinéma, tu sais, c'était des effets spéciaux, mais les premiers FaceTime, il y a eu des... tu sais, il y a eu des expériences
C'était pas mal les années où je pense qu'ils commençaient à faire des expériences avec ça, voir si c'était possible, transporter de la vidéo sur des lignes de téléphone aussi, parce que tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet haute vitesse. J'ai connu le... Ton signal, il fallait que tu le transportes par des lignes de téléphone. Fait qu'il y avait des expériences qui se faisaient. Fait que sûrement, c'était basé là-dessus, mais il n'y avait pas de technologie viable encore pour pouvoir vendre ça, là, tu sais, là. C'est vraiment l'Internet qui a permis ça. Je pense qu'il y a eu un système... Un moment donné qui est sorti, mais ça prenait plusieurs lignes de téléphone pour pouvoir transporter la vidéo, puis c'était bien compliqué, là, pour absolument rien. Comme, mettons, les Android, puis je sais qu'eux autres, ils n'appellent pas les Android, parce que j'écoutais de quoi Ridley Scott, il voulait pas appeler ça Android parce qu'il était trop utilisé comme mot, fait qu'ils ont appelé ça les répliquants. Ouais, est-ce que ça te fait peur, l'intelligence artificielle aujourd'hui? Oui, tout à fait. Puis tu sais, on dirait que ça vient d'apparaître dans nos vies. Là. Je sais pas si c'est comme on s'est levé un matin, puis c'est comme tout le monde parle de ChatGPT, tout le monde parle de... Là, je suis là-dedans en plus. Là, ça fait 6 mois. Il y a 6 mois, j'avais aucune notion. Moi, dans ma tête, l'intelligence artificielle, c'était dans 30 ans, 40 ans. Mais là, déjà, on est rendu à ce niveau-là où est-ce que... Tu sais, t'as sûrement jamais vu non plus le film Tron, tu sais. Non, mais la première version, le premier film de Tron, c'était une intelligence artificielle qui gérait tout un univers informatique, tu sais. Okay. Puis c'était comme un grand... C'était comme c'est ça, c'était une intelligence artificielle qui était représentée par une espèce de gros tube, là, tu sais, là. Puis elle était capable de se propager, puis d'aller partout, puis de... Tu sais, ben, c'est littéralement... C'est littéralement à ça qu'on tenterait. Ouais. Hey, pour vrai, ouais. Ton Skynet, moi, c'est une des choses qui est... Ouais, Skynet ou Age of Ultron, là, tu sais, là, que, tu sais, je pense, dans Age of Ultron, l'intelligence artificielle, elle peut se propager parmi l'Internet, tu sais, elle est pas confinée dans un espace ou dans une structure. Elle peut se propager puis aller dans les ordinateurs des autres puis aller infecter des... On a peur que nos téléphones nous écoutent tout, mais... mais là, oui, la guerre est perdue là-dessus, là, tu sais. Ton intimité, t'en as plus. Ça, j'ai une question aussi. Il disait que, mettons, le rythme, comme tu me disais que t'as adoré le fait que ça soit lent, des gros plans, tout. Un directeur photo, mettons, celui que... Ça, c'est un rêve de directeur photo. Ça, c'est un rêve de directeur photo. Puis en plus, quand t'as 15 ans, c'est pas le genre de scène qui je sais pas si tu comprends. Censé toucher. Ouais, tu sais, à 15 ans, là, tu regardes genre le club des BMX ou tu regardes, tu sais, des affaires, il faut que ça bouge, puis il faut qu'il y ait tes acteurs préférés. Mais là, à 15 ans, là, pour que ça m'ait impressionné puis que je fasse comme, hey, c'est rafraîchissant. À 15 ans déjà, j'étais comme, j'avais besoin de ce genre de scène-là, ça fait du bien. Un film artistique, un film où est-ce que le réalisateur, puis justement le directeur photo prend son temps. Fait que, tu sais, le directeur photo, là-dessus, il devait triper, là, ça devait être parce que tout est pensé, il n'y a pas rien d'intuitif. Tout ce que tu vois, je pense, à l'écran. Ouais, c'est ça. Là, mais tu sais, tu peux imaginer la scène que tu veux, puis la reproduire devant la caméra, puis tu y crois. Là, c'est pour ça aussi que pour ajouter du réalisme, parce que pour cacher des défauts admettons des green screen, puis de la superposition, puis des modèles réduits. Pour cacher des défauts qui étaient apparents à l'écran, il a utilisé beaucoup les lens flare. Tu sais, quand on voit les vaisseaux, là, admettons, là, qui passent juste à côté de nous puis qui s'en vont au loin, tu sais, il y a des lens flare, là, tu sais, il y a des lens flare, techniquement, tu sais, c'est quoi un lens flare? Tu sais, c'est comme si tu pointais, admettons, le soleil sur ton téléphone, tu vas voir comme de la lutte, tu vas voir des lignes. Ben oui, j'ai vu en plus, c'était des lumières de couleur, puis ils faisaient allumer un après l'autre, juste pour que, comme si il y avait des chars qui passaient. C'est ça, tu sais. C'est des gros, ça, c'est des lens flares. Puis techniquement, des lens flares, dans ces années-là, t'en voulais pas. T'en voulais pas parce que c'est un défaut de caméra, c'est un défaut de lentille, tu sais, c'est une lentille qui est pas capable. Ouais, c'est ça, c'est une lentille qui est pas capable d'absorber la lumière comme il faut. Mais lui, il a utilisé ce défaut-là
auquel nous autres, disons, le spectateur, on est habitué, on sait c'est quoi un lens flare, mais il a utilisé ça pour cacher d'autres défauts. Fait qu'il a utilisé un défaut pour cacher un autre défaut, ce qui est brillant, là, tu sais. Puis depuis ce temps-là, ben, tu vois, c'est qui en met partout? C'est J.J. Abrams, je pense, qui en met partout des lens flares, là, tu sais, là. Puis même que c'est devenu une joke sur Internet, là, tu sais, là, parce que son Star Wars, il y avait des lens flares, il y en a dans tout ce qu'il fait. Mettons, qu'est-ce que t'as pensé des derniers Star Wars? Les derniers Star Wars? Mettons, là, t'as trippé 4, 5, 6. Ouais. Puis là, ils ont fait 1, 2, 3, qui était début 2000. Ouais. Mettons les 4 derniers. Mettons, quand ils ont vendu, là, depuis qu'ils ont vendu. Depuis qu'ils ont vendu, j'ai rien trouvé de bon, à part Solo, parce que moi, moi j'ai trippé sur... le film de Solo, là, ouais. Okay. Parce qu'ils sont revenus avec ce film-là, puis avec The Mandalorian aussi, ils sont revenus à la base de ce que George Lucas voulait faire, c'était un western spaghetti dans l'espace. OK. Tu sais, c'était un western spaghetti du monde qui se tire, de l'action, il y avait de la séduction, il y avait de... Puis ça, ben, George Lucas a lui-même voulu élargir son univers, fait qu'il a commencé à politiser ça, puis à rendre ça comme une saga un peu... un peu trop compliqué, plus adulte peut-être, là, ça devenait politique, il y avait beaucoup de ramifications, puis là, tandis que les films à la base, c'était simple, c'était une quête, tu sais, puis ça avait pas besoin d'être compliqué, puis en plus, c'était des films qui s'écoutaient stand-alone, c'est-à-dire que tu pouvais regarder le deuxième, tu pouvais regarder, comment il s'appelait, ben, tu pouvais regarder, admettons, Return of the Jedi, puis le regarder sans avoir vu les autres, puis tu comprenais, t'embarquais vite dans l'histoire. T'as-tu été d'un premier à voir le deuxième, puis savoir que Darth Vader c'était le père, ou t'avais déjà été brûlé là-dessus? Moi, c'est parce que moi, j'ai connu Star Wars après Blade Runner. Ouais, fait que j'avais peut-être... Harrison Ford. Y avait-tu tourné toutes les Star Wars ou oui, les Star Wars. Moi, quand j'ai connu Star Wars, je pense que c'était après avoir vu Blade Runner. Okay. Parce que Blade Runner est sorti en 82, mais moi, j'ai découvert Blade Runner en 85-86, admettons. Puis Star Wars, même affaire, 86-87. Fait que là, je me suis tapé les 3 Star Wars. J'ai trippé, là, tu sais. Mais dans ma tête, c'était juste... Dans ma tête, je trouvais ça bébé lala parce que tout ce que je voyais, c'était les jouets, tu sais. Parce que Blade Runner, c'était une affaire pour... C'était plein de figurines. Puis je me disais, ben ça doit être une affaire, tu sais, comme, admettons, comme ça doit être une affaire pour les bébés, ça doit être une affaire pour... en fin de compte, j'ai embarqué là-dedans, puis c'était extraordinaire, tu sais, comme série, là. Moi, j'ai adoré ça. Mais après ça... C'était trop compliqué. Puis après ça, ben la deuxième trilogie, quand que Disney a racheté, là, ça devenait... Il y avait un... Si tu parlais de Bebel, ben là, on dirait que se sont mis directement là-dedans. Là, les jouets pour enfants, puis Disney. Ouais. Puis il y avait beaucoup... Ils voulaient passer un message, puis je comprends qu'il soit rendu là. Mais moi j'aime ça quand... un bon western spaghetti dans l'espace, comme dans le temps. Fait que c'est pour ça que j'ai accroché à Solo, c'est parce qu'il n'y a pas tout ça, là, l'espèce de... On va passer des messages sur, admettons, le woman empowerment, l'ouverture vers d'autres cultures, puis tu sais, là, quand tu sens trop... Moi, ça, c'est vraiment personnel comme choix, là, mais parce que... Mais quand je sens trop l'agenda derrière un film, admettons, là, tu sais, là, quand on sent... Mettons, lui a eu ce rôle-là parce que il était ce type de personne. Ouais, on veut passer tel message, un message d'inclusivité, un message de... Ben, quand ça sent trop l'agenda, puis qu'on veut plus, on veut plus divertir, mais on veut juste passer un message, moi, je débarque. Moi, j'ai le goût d'être diverti. Tu sais, quand j'écoute un film, quand je regarde un film chez nous le soir, je me déconnecte de la vie. Puis je veux juste être diverti, je veux avoir un bon film avec de l'action, de l'amour. Un bon système de son. Ouais. T'es-tu bien installé chez vous pour avoir ouais. un bon... Ouais. Quand même, ouais. Mais oui, je suis bien installé. Mais
Mais tu sais, moi, je regarde mon cinéma, tu sais, ben, pas partout, mais tu sais, moi, je suis bien dans ma chambre avec ma petite TV. Là, j'ai une espèce de... J'ai une vieille valise des années 60. J'ai mis une télé dans le couvercle. Puis là, ben, j'ouvre ma valise le soir. Puis c'est ça, ma TV. Puis c'est pas plus gros que le laptop qu'il y a là. Tu sais, c'est un petit écran. Puis ça fait bien mon affaire. Je suis pas fussy. Je suis pas fussy du système. Mais, par exemple, je suis bien exigeant. Moi, j'écoute jamais un film le jour. Moi, un film, c'est quand... Ouais. Le jour, puis pire que ça, j'écoute jamais un film quand il fait clair le soir. Moi, un film... puis je pense que c'est la manière que j'ai... Quand j'étais jeune, on regardait un film, c'était un événement spécial. Ben, on travaille le jour, on fait nos affaires. Puis à la location, exact. Tout le monde ensemble. Oui, puis... c'est un événement spécial quand on a fini de souper, puis là, ben, on prend du temps pour... Fait que c'est vraiment... C'est cérémonial, moi, quand je regarde un film. Je te dirais, je suis pareil. Pour vrai, là, fait que c'est pour ça. Des fois, là, des maudits bons films, là, puis je me retiens de les regarder. Fait que le jour, je regarde juste... Si, admettons, j'ai du temps à tuer le jour, même si je suis en congé, même si j'ai rien à faire, même si je suis évaché sur le sofa, je regarde jamais un film. Je vais regarder des vieux Dr. Phil sur YouTube. Je vais regarder des cochonneries de cops puis des télé-réalités cheap, là, tu sais, là. Mais le soir, c'est là que je regarde tout ce que j'aime puis qui est de qualité, là, tu sais, là. C'est vraiment une cérémonie pour moi. OK. C'est bon, ça. C'est excellent. Là, tu me parlais de Solo. On parlait d'Harrison Ford. Qu'est-ce que tu as pensé, mettons, vraiment, de son rôle de Deckard dans le film de... Comment tu te décrirais, mettons, parce qu'il y a beaucoup... C'est sûr qu'on finit avec la question, c'est-tu est-ce que lui, c'est un répliquant? Est-ce que... Deckard, étonnamment, c'est le personnage principal, mais en même temps, il est presque pas important dans la livraison, dans la livraison du message. Lui, Deckard, il nous amène, c'est quasiment comme le fantôme de Noël, c'est-à-dire qu'il nous amène d'une scène à une autre. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Il nous amène d'un personnage à un autre, puis chaque personnage représente quelque chose, tu sais. Puis en même temps, tous ces répliquants-là, ben, tu sais, c'est une réflexion sur, admettons, c'est une réflexion sur l'humanité, c'est une réflexion sur notre rôle en tant qu'humain. C'est une réflexion sur l'esclavage, c'est une réflexion sur la surpopulation. Il y a plein de niveaux là-dedans. Puis Deckard, le personnage de Harrison Ford, il fait juste nous amener pour nous présenter toutes ces réflexions-là. Mais sinon, son personnage est presque pas... Tu sais, son personnage, oui, il est profond, oui, il se questionne sur lui-même, puis tu vois qu'il est tourmenté, il veut savoir... C'est ça que j'ai remarqué, vraiment. Des fois, il se fait poser des questions, puis les yeux, il ouvre, là, il a de l'air à réfléchir comme un robot. Vraiment comme un robot. Puis tout de suite après, il revient, la conversation continue. Ouais. Je sais pas s'ils font exprès... je pense que la première scène, ils s'en vont pour manger des nouilles. Ils font-tu manger pour que nous, on fasse OK, c'est correct, c'est un humain. Puis je sais qu'ils consomment pas mal d'alcool tout au long du film. Puis encore là, si c'est un répliquant, il peut-tu quand même boire des liquides ou c'est vraiment... Ben, la manière que je le comprends, les répliquants sont faits pour imiter tout ce qui est humain. Fait que oui, ils mangent, oui, ils boivent. Mais tu sais, c'est vraiment juste pour se fondre dans la masse. Puis pour pouvoir... tu sais, c'est un ego trip du créateur pour que ses jouets, dans le fond, que ses créations puissent se fondre le plus possible parmi les humains, tu sais. Je sais qu'il en est fier. Là, au début, là, il fait interroger Rachel. Puis là, combien ça a pris de questions pour que tu devines que c'en est une. Puis là, ça en a pris encore plus. Puis là, lui, il en est fier. C'est vraiment une question de mémoire. Eux autres, ils amènent ça à... Ouais. Les robots commencent à avoir de la mémoire. Puis là, c'est peut-être là que l'intelligence artificielle peut commencer à faire. En fait, il implante de la mémoire. Il implante la mémoire de sa nièce. Okay. Fait que chaque répliquant a la mémoire d'une personne morte, si on veut. Là, ou,
fait que c'est une autre réflexion, ça aussi, sur la mémoire, sur ce que tu retiens, ce que tu... Excellent. Mettons, Roy Batty, le méchant, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, il est tellement bon. Il est tellement bon parce que... Il est bon parce que au final, tu sais, la dernière scène, ouais, c'est iconique, là. Tu sais, là, je la connais par cœur. Okay. Tu sais, puis il veut juste vivre. Tu sais, quand tu fais... Tout le long du film, tu fais, il est méchant, il veut tuer l'autre, mais au final, tu y repenses, tu fais, il veut juste vivre, lui. On l'a mis sur Terre, on l'a créé, on l'a mis sur Terre. Il est là parmi les humains, mais puis ils ont créé une conscience, des émotions, sont capables de vivre des... Tu sais, fait que c'est logique qu'ils veulent vivre. Fait que dans le fond, tu sais, le méchant, c'est presque un gentil, là. Lui, il veut juste survivre. Puis il y a quelqu'un qui veut le tuer. C'est qui le méchant à travers ça? Tu sais, c'est-tu Deckard qui est obligé de les éliminer? Parce que, tu sais, dans le fond, l'essence de ça, c'est qu'il veut juste vivre. C'est la survie. J'aime bien ça quand il reçoit des émotions, Roy, là, il finit par avoir des émotions, il sait pas trop c'est quoi. Des fois, il embroille, là. Je pense quand il perd sa blonde, ouais. Là, il perd sa blonde, il sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il crie, il finit par casser les doigts à Harrison Ford. Ouais. Il casse les doigts, l'autre il broille parce que quand il a les doigts cassés. Il l'entend pleurer, puis là c'est là que ça clip, puis il y a une émotion, puis il commence à courir comme il fait des bruits de loup, là, puis il chase dans... Pour vrai, c'est une des meilleures scènes que j'ai vues, puis il n'y a aucun moment où ils se battent. Là. Non. C'est juste une poursuite non-stop. Tu sais, là, il devient c'est primal. Oh, c'est primal. Tu sais, c'est les cris de loup, le chasseur chassé. Tu sais, c'est fou raide, là, tous les niveaux que tu peux... Tu sais, je sais même pas si... Tu sais, le réalisateur... Sûrement que c'était voulu, mais... Sûrement que 95% était voulu, mais il y a sûrement un 5% que nous autres, on est capable de déceler que lui-même, je pense, il n'avait pas voulu à l'époque, tu sais. OK. Mais je pense, en tout cas, là, tu sais, parce qu'il y a tellement de niveaux, il y a tellement d'interprétations que tu peux en faire. Tu aurais pu prendre un autre acteur, puis ça aurait peut-être changé complètement aussi. Mais je pense... J'étudie en théâtre, puis tout, puis t'apportes un petit peu de toi dans chaque personnage que tu vas incarner. C'est normal. Puis je pense que cet acteur-là, je le connaissais même pas avant ce rôle-là. Puis ça m'a fait... Je dis, j'ai capoté sur le film. Je pense autant que les images, comme tu as pu te décrire, là, j'ai trouvé ça débile. On peut aller aussi vers, mettons, Rachel. Rachel, qu'est-ce que tu as pensé de Rachel qui, elle, est censée être c'est une réplicante, mais elle n'a aucune idée. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça peut arriver? Des choses comme ça, qu'on ne sait même pas où, je vais dire dans l'armée, parce que c'est là que l'armée, la technologie avance le plus. Penses-tu qu'on commence déjà à avoir des androïdes qui commencent... on a des robots qui servent... Au niveau de l'intelligence, je pense que oui. Au niveau... bionique, mettons, là. Ouais, au niveau bionique, je pense qu'on est encore loin. Mais on le sait qu'on s'en va là. On sait que c'est inévitable. T'sais. Fait qu'un jour, je pense que, je ne sais pas si ça va être de notre vivant, à toi puis moi, mais un jour, ça va être inévitable. Là, comment qu'on va vivre avec ça? Tu sais, s'ils se mettent à penser, ils vont vouloir survivre. S'ils veulent survivre, ils vont vouloir s'agglutiner. Ils vont vouloir des droits. Est-ce qu'on va donner des droits à des robots? Tu sais, il y a tout ça à penser, là. C'est fou, là. C'est fou. Puis on y arrive parce que l'intelligence artificielle est déjà capable de reproduire
des conversations qui sont pertinentes, puis cohérentes, puis qui ont de l'air humaines, tu sais. Il y a un outil qui s'appelle, je me souviens plus comment ça s'appelle. Je sais pas si tu as vu les deux AI qui commencent à se parler, puis qu'à un moment donné, ils commencent à se parler en code. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo-là. C'est mettons deux chats GPT qui se parlent. Ouais, j'ai jamais vu. Ils font ouais, mais là, on peut-être commence à faire écouter, bloup, puis ils commencent à se parler en codage, puis les autres, ils ont débranché les deux ordi. C'est complètement fou. Je pense que c'est ChatGPT. C'est quand? C'est la semaine dernière, j'ai vu dans un article ou entendu dans un reportage que il avait demandé à ChatGPT, est-ce que tu serais capable de te reproduire? Est-ce que tu es capable de te dupliquer? Ils ont demandé à ChatGPT d'essayer de se dupliquer. C'est-à-dire que, tu sais, probablement que c'est un ordinateur, de se dupliquer dans un autre logiciel ou complètement à part. Aller chercher un autre disque dur, mettons, pour... Fait que ChatGPT a entrepris de se dupliquer. Puis, il est arrivé au fameux CAPTCHA. Tu sais, là, êtes-vous un robot? Puis là, ben, faut que tu devines, admettons, c'est écrit un 5, mais c'est comme... tu sais, un truc... Clique sur la rue, clique sur les ouais, tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a un CAPTCHA pour pouvoir s'assurer que tu es un humain. ChatGPT a été bloqué rendu là. Il n'était pas capable de franchir cette ligne-là. Ce que ChatGPT a fait, il est allé engager une personne sur un site genre comme Fiverr. Okay. Tu sais, où est-ce que tu peux engager quelqu'un. Puis il a demandé à cette personne-là de le faire traverser ce handicap-là, de faire traverser cette épreuve-là du CAPTCHA. Puis ChatGPT a pu poursuivre ça. Fait que de lui-même. Serait venu me voir moi, mettons, je m'inscris sur Fiverr, problème informatique, viens me voir. Eux autres, ils ont trouvé problème informatique, ils viennent me voir, ChatGPT m'a écrit, hey, tu peux-tu me régler ça? Ouais. Puis j'aurais réglé ça. Je suis pas super informaticien. Fait que ChatGPT a fait appel, c'est fou pareil, là. ChatGPT a fait appel à un humain pour résoudre un problème, alors que c'est l'inverse. Ouais, c'est complètement l'inverse. C'est supposé d'être l'inverse. C'est pas supposé d'arriver, ça. Non, vraiment pas. OK. C'est ça. Par rapport à... Je sais qu'on a checké vraiment les gros termes, les gros thèmes du film qui se trouvent l'intelligence artificielle. Les films des années 80, mettons, je pense que tu as déjà pas mal tout répondu aux questions. Tailler le cinéma d'aujourd'hui, vraiment. Là, c'est vraiment juste ceux des années 80. Il y a du bon encore. Il y a du bon cinéma qui se fait, mais le bon... C'est dur, je pense. Ouais, tu sais, comme... mettons, cette année, j'ai trippé sur un film qui s'appelle Bardo, qui est un film que j'ai rien compris. C'est un film en espagnol, je pense, ou en mexicain. Puis, mais la photographie là-dedans est tellement belle que tu peux te laisser porter par le film. C'est weird, c'est l'affaire la plus weird au monde. Chaque scène commence vraiment normalement, puis d'un coup, il y a des trucs qui commencent à survenir. C'est comme si c'est comme s'il y avait un rêve qui s'installait. Puis c'est comme si tu avais un buzz d'acide. À chaque scène, c'est comme ça. Ça commence normalement, puis d'un coup, il y a de l'eau, puis là, ils se mettent à flotter dans la chambre, puis dans le salon, puis là, ils se parlent comme si de rien n'était. C'est magnifique, là. C'est beau à voir. C'est un film incroyablement magnifique. J'ai bien aimé aussi... c'est Fargo. C'est quand même... Fargo, c'est un film fantastique. J'adore la série aussi. La série est vraiment bonne. C'est pareil comme le film ou... Ouais, mais c'est un univers un peu plus... c'est quasiment un univers à la Twilight Zone, un peu. Pas Twilight Zone, mais c'est vraiment un drôle d'univers. Ouais, c'est dur à décrire, Fargo, mais c'est des univers qui sont connectés ensemble. Mais c'est vraiment bon. Mais il y a un film cette année qui est sorti, c'est Triangle of Sadness. Qui est une réflexion sur le pouvoir, sur l'argent, le pouvoir, puis
c'est l'humanité en tant que telle, le gouvernement, la société. Puis c'est même pas deuxième level. C'est un jeune de 16 ans comprendrait le double message là-dedans, tellement que c'est bon. Et c'est tellement bien fait comme film, c'est excellent. Fait qu'il y a encore du bon cinéma qui se fait, mais disons que le cinéma hollywoodien, je pense qu'ils s'essoufflent et ils sont en train de payer pour aussi, là, parce que là, l'univers de Marvel commence à avoir beaucoup de flops. Ils ont saturé le marché. Eux autres même ils ont avoué qu'il fallait qu'ils ralentissent le rythme un peu, qu'ils étaient en train de brûler les franchises. Je trouve ça plate parce que, comme je suis un geek là, dans la vie, là, j'ai toujours voulu avoir des films de super-héros, puis je sais pas, ils l'ont échappé. Là. C'est rendu justement de Disney, ils veulent juste vendre des bébelles, puis le plus possible. Puis j'ai vu Black Panther 2. Ouais. C'était pas bon. Ouais, non, c'est bon. Tu vois la panthère à 2 heures du film. Ouais. C'est le titre du film, j'étais comme, c'est pas bon ça. Ouais. Non, c'est... Mais, ouais. Puis le dernier film que tu as vu, comme tu dis, c'est le triangle. Le dernier film que j'ai vu, c'est Glass Onion, qui est un espèce... T'as-tu vu Glass Onion? Non, mais tu me sors des films que je pense être genre cinéphile, puis pas pantoute, là, comme tu me sors des... C'est comme un Agatha Christie moderne. C'est avec celui qui joue James Bond, c'est avec... plein de nouveaux acteurs, puis il y a Daniel Craig, il y a en tout cas, c'est vraiment bon. C'est un espèce de Agatha Christie / Clou, là, le jeu Clou, là, où est-ce que tu essaies de deviner... Ouais, c'est ça, tu essaies de deviner qui a tué, pour quelle raison. Fait que c'est un peu humoristique. Oui, c'est très humoristique, c'est très drôle. Là, il y a des... C'est caricatural, c'est bien gros caricatural. Okay, là. C'est vraiment un bon petit film. En tout cas, moi, je l'ai trouvé léger, puis je l'ai trouvé bien le fun à regarder, là, qui n'était pas trop lourd, qui demandait pas... tu t'arrêtes pas le film juste pour reprendre tes esprits. Là, je suis du genre, en plus, à m'endormir pendant les films, là, fait que des fois, c'est pas... mais pour vrai, j'ai plein de questions, là, mais on dirait que... Mettons, comment Blade Runner utilise la musique puis les sons dans le film. On a parlé au début, c'est vrai, lui, il utilise aucune musique parole, mettons, là, c'est vraiment juste de la musique d'ambiance qu'il utilise tout le long dans Blade Runner. Là, tandis que je fais de la mise en scène en ce moment pour une pièce de théâtre, puis c'est le fun, là, choisir de la musique pour certaines scènes, puis tout. Puis chaque moment dans le film, c'est incroyable. Puis, je sais pas, encore là, directeur photo. Vangelis a fait... je pense que ce film-là a révolutionné la direction photo, la façon de faire des films de science-fiction. Puis Vangelis a vraiment révolutionné, je pense, la façon de faire de la musique pour des films où est-ce qu'il y avait... C'était beaucoup du synthé avec du gros reverb. C'est vraiment de la musique qui est très aérienne, qui est très... l'ambiance. La musique, puis quand tu écoutes la musique, quand tu écoutes la trame sonore, il y a des sound effects qui font partie de la musique. C'est même pas, c'est pas des sons rajoutés dans le film. C'est la musique. Il y a des glissements, t'entends des hurlements quasiment, t'entends des sons de, c'est pas des sons d'horreur, mais comment je pourrais le décrire? Abyss. C'est des sound effects. Ouais, Abyss, mettons. Ouais, très abyssal. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Tu sais, puis ça, c'est tout dans la musique, alors que c'est pas... Il n'y a aucun personnage qui crie nulle part, mais on entend cette espèce de profondeur. C'est tellement une bonne musique. Moi-même, j'ai commencé à faire de la musique un peu dans ce genre-là, tu sais, très... c'est du soundtrack avec de l'orchestral, tout ça, j'aime bien ça. Je fais ça pour moi, personnellement. Puis c'est mon inspiration première. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça, tu retrouves beaucoup de ça dans la musique de Hans Zimmer aujourd'hui, dans la musique de Thomas Newman. Okay. Ceux qui font de la musique pour des films, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'inspirent
de Vangelis, là, tu sais, là, qui a fait un job incroyable. Puis c'est Hans Zimmer qui a fait le deuxième. Puis il a le deuxième film, celui avec de Denis Villeneuve. Puis il a vraiment respecté le travail de Vangelis. Il a repris, il y a même une tune qu'il a repris, qu'il l'a fait avec ses sons à lui, mais il a vraiment respecté l'ambiance, puis ce que Vangelis avait fait, là. C'est fou, là. Je pense que la musique est un des personnages principaux, sinon le personnage principal dans le film. Ouais. C'est... moi, j'ai la trame sonore, là, tu sais. Okay. La trame sonore. Tu parles d'un CD. Ouais, ben, c'est juste des bruits d'ambiance, là? Non, il y a de la musique, tu sais, il y a de la musique, il y a du gros synthé, puis tout. Il y a toute la musique de Vangelis. La première, parce que quand ils ont sorti la bande sonore de ça, il y avait une guerre avec les droits d'auteur. Fait qu'ils ne pouvaient pas sortir la musique de Vangelis. Fait qu'ils ont repris la musique de Vangelis puis ils l'ont fait faire par l'orchestre de Philadelphie. Ils ont sorti ça, puis là, ils ont mis des extraits, ils mettaient des voix, des extraits du film sur le CD. Puis un moment donné, ils ont réussi à régler le shit, puis là, ils ont sorti les vraies musiques de Vangelis. Mais là, il n'y avait plus de voix, il n'y avait plus de... T'entendais plus le... Puis la musique est tellement belle, là, tu sais. C'est 2 CD, puis ça s'écoute, là, tu planes avec ça, là, tu sais, là. OK. Ouais. T'étais-tu un fan de cyberpunk, de cet univers-là, quand t'as commencé? Non, c'est cet univers-là qui m'a fait découvrir... c'est ce film-là qui m'a fait découvrir, qui m'a fait aimer ce genre-là. T'es toujours science-fiction, ton cinéma science-fiction le plus possible. Ouais. Science-fiction de genre-là, tu sais. Okay. En fait, tout ce qui est ce genre-là, j'adore. J'aime bien, le jeu Cyberpunk 2060. J'ai pas joué. Mais tu sais, c'est bien gros inspiré dans la scénographie de Blade Runner. Tu sais, des vieux chars modifiés un peu, là, tu sais, là, les vieux... c'est ça qui était quand même difficile de faire un monde futuriste avec les chars des années 80. Là. Je sais pas si tu te souviens, là, mais un de ces véhicules, là, c'est juste un genre de pyramide en vide. Mais ça marche, là, ça marche pour l'effet visuel que tu as voulu avoir. Le film, quand tu l'as écouté, tu dois l'avoir vu. T'as-tu vu Final Cut? Oui, j'ai vu toutes les versions. Oui, j'ai vu toutes les versions. Qu'est-ce que tu as pensé de la scène avec la licorne? Je pense que c'est tout le ça faisait pas partie... La première version de Blade Runner, la licorne ne faisait pas partie du film. OK. Puis puis en plus, il avait tassé le réalisateur, puis il avait décidé de mettre une espèce de voix off de Harrison Ford qui faisait la narration. C'est pour ça que j'avais des questions sur les voix off. Des fois, ça, c'était la première version, puis ça allait complètement à l'encontre de la vision du réalisateur de l'époque, de Ridley Scott. Mais il l'avait tassé pour des histoires de coûts, puis de budget, puis tu sais, il voulait que le film sorte au plus sacrant, puis ils ont précipité ça. Puis là, c'était un autre réalisateur qui est rentré, puis lui, il avait une vision. Il est allé trop loin dans... Tu sais, lui... il voulait respecter l'idée du film noir. Puis, tu sais, dans les films noirs, souvent, tu as une narration du personnage principal. Tu sais, là, ça fait très film noir, mais en même temps, ça fait un peu quétaine. Fait que quand Ridley Scott a fait sa version à lui, il a décidé de faire le Director Scott. C'est là qu'il a rajouté la scène. Il a rajouté la scène de la licorne. Il l'a acheté d'ailleurs parce que c'est pas lui qui a filmé ça. Okay. Il l'a acheté du film Willow. Le réalisateur du film Willow il y avait une scène avec une licorne. Je sais pas, le petit monsieur petite taille qui... Oui, exactement. Là, ça vient de recommencer. Oui, ils viennent de sortir une série. Là. Bon, il y avait un film avec Tom Cruise qui était... Puis ce petit personnage-là, ce petit bonhomme-là. Puis c'est un super bon film. Puis Ridley Scott voulait absolument une scène, il voulait absolument rajouter une licorne. Puis au lieu de la filmer, il l'a acheté dans le footage qui n'était pas utilisé de la licorne dans Willow. Il l'a rajouté dans le film, puis tu sais, on peut l'interpréter. Je pense que... Puis c'est devenu un débat. C'est ça qui est devenu un... C'est devenu un gros débat, ça, dans l'univers de Blade Runner, parce que
on se disait, mais pourquoi il a rajouté ça? Qu'est-ce qu'il a voulu... Faut que ça ait une... Il l'a pas mis pour rien. Il n'a pas rajouté ça pour rien. Puis je pense... En tout cas, moi, mon interprétation, c'est que... Mon interprétation, une licorne, c'est pas vrai. C'est fictif, c'est imaginaire. Fait que je pense que le fait que ce soit un rêve de... C'est Deckard qui rêve à la licorne, mais je pense que ça confirme un peu que Deckard est lui-même un répliquant. Le fait que ses rêves à lui, c'est pas des trucs réels. Sa mémoire à lui, c'est pas des trucs réels. C'est des... Il y a pas de mémoire à lui, il n'y a rien. Fait que c'est génétique. Ça représente cette espèce de... Qui s'est fait plugger ce souvenir. Ouais, c'est quelque chose de rajouté, ça vient, c'est symbolique, c'est genre, vu que je rêve à des trucs qui n'existent pas, parce que, en fait, j'existe pas, Puis ça fait poser la question, tu vas bientôt mourir, mais on sait juste pas dans combien de temps. Mais j'étais allé voir sur Internet, parce que c'est ça le gros débat, la licorne, ça a été rajouté 1 minute. La scène, la finale, je pense que c'est Gaff. Gaff, il fait de l'origami tout le long. Ouais. La dernière qu'il fait, c'est une licorne. C'est une licorne. En métallique. Ça a comme confirmé ce que moi je pensais, c'est que Gaff, il sait les souvenirs de Deckard. En sachant ça, mais il sait qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Puis le fait que toi, tu dis que c'était déjà imaginaire et tout, mais ça s'en va vers le... Ouais. Est-ce qu'il répond à la question dans l'autre Blade Runner? Ça peut-être trop longtemps. Je l'ai pas vu encore, c'est sûr que je vais le regarder, mais c'est ça. Si depuis 1982, on se pose la question, je peux pas croire je pense que c'est pas dit clairement dans le 2. Mais c'est pas dit clairement dans le 2, mais on le comprend, puis ils vont plus loin. Dans le 2... C'est vraiment le 2? Oui, c'est vraiment le 2. Il y a Harrison Ford. Harrison Ford, d'ailleurs, à la fin du premier, il sauve avec Rachel. C'est la porte ferme, merci, bonsoir. Exactement. Mais dans le 2, on retrouve Deckard. Rachel est décédée, mais c'est ça. Ils ont eu un enfant. Okay. Fait que c'est ça le... C'est comme... Là, on amène l'androïde à un autre niveau. Il peut se reproduire dans le 2, ce qui est complètement fou. Là, c'est une autre... Ça relance une autre réflexion. C'est comme... OK, c'est plus juste des robots, c'est plus juste des servants, c'est plus juste... Ils peuvent se reproduire, puis ils peuvent être une tribu à eux autres seuls, ils peuvent être des humains, c'est devenu des humains. S'ils peuvent se reproduire, et assurer leur race, c'est des humains rendus là. On a recréé de toutes pièces l'humain. Okay, fait que ça oui et non en même temps. Parce que lui, il meurt pas. Parce que c'est ça, eux autres, ils ont non, mais il vieillit, Il vieillit parce qu'il est rendu vieux, là. Il a vieilli dans le 2. Fait que si c'est un androïde... Parce que c'était ça le problème là, de Roy. Lui, il sentait que ça s'en venait vers la fin. Là, que la main, il marche plus. Il se tente le clou pour pouvoir ressentir encore. Puis ça finit. Ouais. Puis le fait qu'il sauve... là, on revient à... Excuse-moi, là, on saute la scène finale. Où est-ce que Deckard, il s'accroche pas pour mourir, puis le Roy, tu vas mourir, puis en fin de compte, il finit par... Penses-tu que c'est pour se donner conscience humaine, mettons, qui fait ça? Qu'un humain sauverait, dans cette situation-là, un autre humain sauverait un autre... Mais c'est parce qu'il comprend l'instinct de survie de Deckard. Parce que lui-même, c'est son instinct de survie. Tout le film, c'est son instinct de survie. C'est lui qui veut survivre. Il veut pas que ça s'arrête là, tu sais. Fait que je pense qu'il comprend, puis il montre une sympathie envers... Il montre une sympathie envers celui qui voulait l'éliminer. Fait que ça démontre une certaine humanité, je pense que tu sais, dans son... Ouais, tu sais. Je le vois de même, en tout cas. Mais les dernières paroles sont iconiques, là, tu sais, là. Ouais, j'ai lu,
je te dis, j'ai fait des recherches, là, puis c'est vraiment son dernier speech. Puis je pense que c'est tiré du livre. Je sais que le film, c'est tiré d'un livre que Ridley Scott I Dream About... Do Android Dream About Electric Sheep. C'est exactement ça. Je pense que c'est une phrase dans sa phrase, puis que c'est beau. Ce qu'il dit, là, c'est la vie, c'est comme des pleurs en dessous. Ça disparaît comme le pleur en dessous. C'est tes mémoires qui disparaissent. J'ai tout vécu ça. J'ai plein de mémoires. J'ai vu des choses. Puis ma vie va s'arrêter, puis ça va tout disparaître. Tout ça va disparaître, comme une lampe. C'est excellent. Ben, moi, je te retiendrai pas trop longtemps non plus. C'était passionnant, Colin, parler. Ben, on a parlé pendant 1 heure de mon film préféré. Ben, si tu veux continuer, c'est sûr que ça me dérange pas, là, mais moi, je veux pas non plus prendre trop de ton temps. Un autre 15 minutes, vas-y. Un autre 15 minutes. Ben oui. Y a-t-il d'autres réalisateurs, mettons, des années 80 ici, à part Ridley Scott, là, que des films incontournables dans les années 80-90, parce que je suis pas quelqu'un qui connaît les réalisateurs en tant que tel, mais j'aimais bien... Il y a des films des années 80 comme The Outsiders, qui était un film avec Rob Lowe, puis toute Rob Lowe, Patrick Swayze, puis toute cette gang-là. Je pense même qu'il y avait Tom Cruise là-dedans. Okay. Un jeune Tom Cruise. Ouais, un très jeune Tom Cruise, puis il y avait un rôle à peu près juste figuratif là-dedans. Là. Ça, c'est un film que j'ai aimé, c'est un réalisateur que j'aimais beaucoup. Il y a tous les films de John Hughes. John Hughes, c'est lui qui a fait... John Hughes faisait des films bien spéciaux. C'est un peu comme le... John Hughes est au film d'adolescence que Steven Spielberg est au film de science-fiction. Tu sais, il y avait... Je sais pas, t'as-tu déjà vu E.T.? Ouais, même temps. Quand t'étais jeune, tu sais... Ouais, vraiment. Tu sais, il y a c'est pas un film qui est... C'est un film qui est extraordinaire, mais c'est pas un film qui est bonbon. C'est-à-dire que dans les premières scènes, c'est une mère qui est divorcée. Le père est parti. La maison est à l'envers. Tu sais, tu vois que elle a de la misère. Elle a de la misère à tenir la maison propre. Elle a de la misère. Tu vois qu'elle en a par-dessus les bras. Les jeunes là-dedans, ben ça joue. Il y a de la boucane partout. C'est pas de l'imperfection, mais c'est quelque chose de réaliste. Il amène une espèce de réalisme, puis il casse l'esthétique de même, qu'on se retrouve. C'est comme, on a déjà vécu ça chez nous, des scènes de même. Michel Tremblay amené au théâtre. Peut-être, je pense que oui, tu sais. Lui amener le monde normal au théâtre. Oui, c'est ça, exactement. Ben, Steven Spielberg a fait ça avec les films de science-fiction, puis John Hughes a fait ça avec les films d'adolescents. John Hughes, il a fait Pretty in Pink, il a fait Breakfast Club, il a fait plein de films. Ouais. Breakfast Club. Ouais. C'est tous des films iconiques des années 80, tu sais, où est-ce que les jeunes se cherchaient beaucoup, les jeunes découvrent leur sexualité, les jeunes commencent à affronter la vie d'adulte, là, tu sais, c'est le passage à la vie d'adulte. Fait que, tu sais, dans à peu près tous ces films, il y a une quête, il y a, tu sais, le garçon, il y a une quête pour, tu sais, c'est, admettons, c'est American Pie, mais en version plus mature, si on veut, là, tu sais, il y a une quête pour la sexualité, il y a tu sais, les filles, eux autres, ils sont à la recherche de romantisme, ils veulent le prince charmant, puis à travers ça, ben, tu as toute la réalité des jeunes étudiants. Tous ces films sont extraordinaires à John Hughes parce que il sait saisir des moments, la scénographie, c'est comme tu dis, le Michel Tremblay, des films d'ado, je pense. Ça, c'en est un réalisateur que, mon Dieu, tu sais, récemment, il y a un film qui m'avait glissé entre les doigts, puis c'est un film des années 80, puis j'ai fait, ben voyons donc, John Hughes a fait ça, puis j'ai regardé le film, puis j'ai tout de suite reconnu le style de John Hughes, tu sais, puis j'ai adoré le film, là, j'étais content, là, je serais mort sans avoir vu ça, là, je l'aurais regretté, là, tu sais, là, je pouvais pas mourir sans avoir vu, là, au moins, le dernier film qui me manquait de John Hughes. Fait que ça, c'en est un. Steven Spielberg, c'est indéniablement un de mes préférés aussi.
Qui d'autre? Qui d'autre? Ben, tous les Coppola, là, tu sais, tous les films de mafia des années 80 sont très bons aussi. Scarface, ça a été longtemps là, un jeune, c'est la drogue, puis les gangsters, puis tout. C'est vrai que Scarface, là, ça a été la scène finale, longtemps, ça a été un de mes moments là, de... Ouais. Scarface, il y a Le Parrain, puis il y a un film qui s'appelle... Je suis pas capable de l'écouter, Le Parrain. Ah ouais? Je m'endors. Je me rends, puis c'est pas loin, là. C'est la scène avec le... Il se réveille avec son cheval. Ouais. Je dors, puis je sais que c'est super bon, puis le 2, c'est censé être le meilleur. Je suis pas capable de rentrer dans le... Si tu veux un bon film, admettons, de mafia, ça, c'en est un d'ascension, c'est-à-dire qu'on passe d'une gang de jeunes d'à peu près 12-13 ans dans les années 30-40, puis après ça, 40, 50, admettons. Puis après ça, on les voit plus tard quand ils sont adultes. C'est Once Upon a Time in America. C'est avec Robert De Niro. Il y a James Wood là-dedans. C'est pas le dernier qui est sorti. Non. Avec Brad Pitt, là, puis... Non, c'est vraiment un film... C'est un film de mafia des années... Début 80, je me demande si c'est pas fin des années 70, mais c'est vraiment un bon film. Où est-ce que là on voit l'ascension, on voit comment que il y a de la trahison, il y a l'amour se mêle là-dedans, fait qu'il y a c'est un excellent film là, puis c'est bien réalisé. La musique est vraiment bonne, mais c'est réalisé dans un vieux style des années 50-60. Okay. De l'après-guerre, vraiment. Ouais, tu sais, avec une musique, avec de la musique à bouche, là, un peu à la Tom Sawyer. Puis, mais c'est tellement bon. L'histoire est bonne. Puis je pense qu'elle peut être moins ennuyante que Le Parrain. Parce qu'évidemment, c'est long. Ouais, c'est ça. Le Parrain, c'est vraiment un rythme très lent. On y va, mais très lentement. Puis il y a beaucoup de parlage, puis il y a beaucoup de... Ouais. Dans les films de slashers, t'es-tu un fan de... Parce que 80, je pense, 70-80, c'était le... Ah ouais, c'était le gros pic. Non, j'ai détesté. Ah ouais, je déteste les slashers. On m'avait amené voir Evil Dead, j'avais détesté ça. 1, 2. Le premier. Le tout premier, là, tu sais. Dans le huis clos. Ouais, dans le chalet, là. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais pas trippé, mais j'aimais... Les films d'horreur que j'ai commencé... Le premier film d'horreur que j'ai vraiment trippé, puis j'ai fait comme, OK, ça peut... C'était... voyons. Avec c'est Freddy Krueger, là, Nightmare on Elm Street. Qui tant qu'à moi, là, tu sais, là, c'était... Wes Craven, puis là, il pouvait tout se permettre parce que ça se passait dans des rêves. Fait que, tu sais, là, il y avait du fantastique avec ça, il y avait toutes sortes d'affaires. Toi, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas les plastiques, mais les... le monde qui déchire dans dedans, puis tout. Ouais, puis même, t'as Johnny Depp qui se retrouve au plafond, puis... Ça, c'est juste, je sais pas comment c'est, ils ont juste viré la scène de l'autre côté. Ouais, tout à fait. Les rêves, c'est... Ouais, fait que ça, je trouvais, ça redéfinissait le genre un peu. C'était comme un monstre. Voyons comment tu peux battre ça. C'est un monstre qui est dans les rêves. On a tous besoin de dormir. On a tous besoin d'aller là, dans le sommeil. Je pense qu'il faut juste pas y croire. Je sais pas si c'est ça. Je pense la manière... Je pense qu'il y en a... Je me souviens plus c'était quoi. Il fallait qu'il le tue dans le rêve. Je pense qu'il fallait qu'il le tue dans le rêve pour pouvoir avoir... mais ouais, effectivement. Ouais. Fait que les slashers, pas... Je sais que dans ce bout-là... Parce que je pense au cinéma, c'est les films qui rapportent le plus. Là. C'est des... Si on parle de projet Blair, mettons. Ça, j'ai adoré. Mais j'ai adoré. Oui, j'ai adoré parce que il y avait tout le côté web. Il y avait le côté web, puis au début, on joué là-dessus. Là. Ils ont joué sur le fait que... Il avait fait un site web, il avait fait... OK, ils sont allés jusque... Oui, il avait créé un univers qu'on pouvait croire. Qu'on pouvait croire, puis moi, moi, on m'a parlé de ça. Puis après ça, je suis allé au cinéma, puis il a fallu que je retourne sur Internet. Dans ce temps-là, c'était pas Google, c'était Alta Vista. Ouais, Puis il a fallu que je cherche sur Alta Vista. Voyons, c'est-tu vrai, cette affaire-là? Même au cinéma, dans ma tête, c'était comme... voyons, c'est-tu vrai, ces rubans-là? J'y croyais tellement la première fois que j'ai vu le film,
je pense que c'est le début 2000. Ouais. C'est ça, mon 15-16 ans, là, puis je suis comme... Tabarnak, c'est troublant, là. Ouais. c'est filmé de façon très réaliste. Ça finit là. Merci, bonsoir. OK. C'est totalement plausible, tu sais, là. Mais, tu sais, je le savais, mais il y avait une partie de moi qui faisait comme, ce serait-tu cool que ce soit vrai? Ce serait-tu vrai? Ce serait-tu cool que ce soit vrai? Dans le coin, merci, bonsoir, la caméra tombe. Ouais. Ouais. Quel film, là, ça aussi, ça l'a... Ben, ils ont redéfini... Ils ont-tu redéfini le genre? C'est parce qu'après ça, le deuxième, ils l'ont complètement manqué, puis ils sont allés avec un film qui est totalement ridicule, là, tu sais, là. Mais je sais pas si, mettons, il y aurait pu caméra épaule, pour lancer le ouais, déjà que tu rajoutes le 2 après Projet Blair, ben, tu vois que c'est une suite de peut-être... Ouais, mais il me semble qu'il y avait cet aspect artisanal, tu sais, un caméscope de maison, là, tu sais, là. Il y avait cet aspect artisanal qui, à mon sens, comptait pour à peu près 60% du film. Tu sais, le fait que, OK, je regarde pas un film, je regarde les mémoires de quelqu'un qui a filmé ça. Ça donne cette impression-là. C'est du monde dans un bois qui... Puis tu vois, le premier, je sais pas si tu te souviens, mais Cloverfield, là, tu sais, là, le premier... jamais la bébite, là? Au début, non, tu sais, c'est comme... On filme, puis je pense qu'on filme avec... C'est dans le même genre. Là, on juste filme les bâtisses tomber. Là, tu vois des bâtisses, ils sont dans un party, puis à un moment donné, ça se met à... Tu sais, les bébites, puis tout ça, puis on la voit juste à la fin, l'espèce de grosse bébite. Puis c'est tout filmé comme si c'était une caméra à l'épaule, puis c'était quelqu'un random qui filmait ça avec une ciné-caméra. Puis je trouvais que... Ah, Colin, OK, là, c'est la même formule que le projet Blair, puis ça fonctionnait encore. Ça fonctionnait encore. Pour moi, là, je le savais que c'était du cinéma. J'essayais pas de me faire croire que c'était vrai, mais j'aimais ça. J'aimais ça, cette idée-là, que au lieu de regarder un film qui a un directeur... Il y a un directeur photo là, qui fait ça quand même, mais j'ai pas l'impression que c'est un directeur photo. J'ai vraiment l'impression d'être dans les bottes de quelqu'un qui fuit une grosse bébite qui est en train de... Script documentaire, mais c'est ça, oui, c'est le lien. C'est le lien, exactement. Excellent. Continuer, mettons, les films à petit budget. Moi, j'ai trippé Décadence. Mais vraiment le premier Décadence. Là. Ça? Moi, les films, ouais. Les films à huis clos. Là. Moi, ça me fait capoter que tu peux passer 1h30 à regarder quelqu'un dans une pièce puis que l'histoire est bonne. Ah ouais. Si t'as la chance de voir aussi sur Netflix Circle, pas le jeu télévisé, là, mais vraiment Circle, c'est du monde qui sont sur des points rouges. Ouais. Puis il faut qu'ils s'éliminent un par un jusqu'à temps qu'il en reste un. Ah, faudrait que je regarde ça. Le premier film de huis clos que j'ai vu, c'est un film de Stephen King qui s'appelait Cujo. Cujo, c'est une mère avec son enfant qui s'en va... C'est vieux, là. Qui s'en va porter quelque chose chez un monsieur. La voiture tombe en panne, puis il y a un chien qui a la rage. J'ai déjà entendu parler. Il y a un chien qui a la rage qui les empêche de quitter. Okay. Fait que là, ils sont pognés dans une petite voiture. Puis t'as elle qui voudrait sauver, qui voudrait aller appeler, qui voudrait aller téléphoner, mais qui peut absolument pas parce qu'il y a un chien qui a la rage qui est là, qui les attend. C'est 1h30 dans une auto. Là. Je suis sûr que c'est excellent. C'est excellent. C'est sûr. C'est excellent. C'est un Stephen King. C'est avec celle qui a joué la mère de Elliot dans E.T. Okay. Puis elle est vraiment bonne là-dedans. Elle est avec son enfant. Puis tu sens tout le stress. C'est vraiment... Ce qui fait qu'on aime ça, je pense, c'est le fait que c'est anxiogène, tu sais. Faut que tu sois créatif. Pas à l'aise dans des espaces clos. Des fois que j'aime pas ça. Là, il y a une fenêtre, c'est pas pire, je peux voir. Mais des endroits clos, j'aime pas ça. Puis peut-être le fait d'écouter des affaires. J'aime pas ça. Ouais, ça vient me chercher en dedans. Ouais, puis il y a quelque chose d'anxiogène. Puis tu fais, mais il faut être créatif en maudit pour pouvoir faire un film
dans un endroit clos comme ça, là, tu sais, là, où est-ce que c'est une scène, là, tu sais, là, c'est un décor et that's it. Puis en plus, une voiture, tu sais, tu peux pas filmer comme tu veux dans une voiture, là, tu sais, là. Fait que c'est vraiment... c'est un mot du bon. Si t'aimes les films cloîtrés comme ça, là, tu vas triper sur Cujo. Ouais. Ça, là, il devrait faire tu sais, les films de Stephen King, admettons, il y en a un autre, c'est Christine. T'as-tu déjà vu Christine? Ça, c'est le char. Ouais, ça en est des films d'horreur que j'ai aimés. J'ai aimé les Stephen King parce que c'était pas nécessairement... Moi, tu sais, quand tu fais pisser du sang... Là, je débarque un peu, là, tu sais, je la vois, la mécanique, puis je vois, tu sais, puis il y a quelque chose de... Mais les films de Stephen King, des fois, t'avais pas de sang du tout, là, tu sais, c'était juste... La tempête du siècle, je sais pas si t'as déjà vu. Ouais, ça aussi, là, ça c'est dans même... Ouais, de Mist, tu sais, qui sont dans une épicerie, puis ils sont poignés là. Tu sais, Stephen King est fort, là. Je pense que ça n'a pas été vraiment bien reçu, de Mist. Ben, il y en a eu deux. OK. Il y en a eu deux, puis moi, je les ai trouvés bons, là, tu sais, là, mais le principe de base, c'était ça, c'était, tu vois pas c'est qui le méchant, puis t'es cloîtré, tu sais, puis, mais il était capable de nous faire vivre ça, lui, puis, tu sais, avec Christine, là, c'était une voiture, tu sais, puis il faisait vivre une vieille voiture, mais c'était incroyable. C'est une vieille berline bleue. Ouais, c'était un vieux Ford. J'ai travaillé à Vidéotron là, pendant un certain temps, puis les pochettes, là, il y a des affaires, là, je m'en souviens par cœur. Okay, Christine, la section horreur, tous les slashers, comme je te dis, là, c'était un par un. Tout. Ben, on finit ça comme ça. Ben, merci. Ben, c'est moi qui te remercie. C'était passionnant. C'est vraiment moi qui te remercie. C'était passionnant, parler de ça. Excellent. Ben, regarde. Nous, ça me fait tellement plaisir que juste de t'avoir reçu puis tout. C'est super cool. Ben, merci beaucoup. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.